Avec ce qui s'est passé la nuit dernière, encore une fois, les États-Unis et l'Iran se sont attaqués mutuellement. On a appris que les États-Unis avaient annoncé avoir frappé l'une des villes iraniennes du sud du pays, Bandar Abbas. Ensuite, ils ont visé plusieurs cibles dans cette ville. On ne sait pas exactement ce qu'il en est, parce que, évidemment, les États-Unis ne rapportent pas la situation de manière transparente. Mais ils affirment que l'Iran les a attaqués et qu'ils ont simplement répondu à cette attaque iranienne. Plus tard, on a appris, par les médias iraniens cette fois, qu'il s'agissait en réalité d'un pétrolier américain. Il aurait tenté de traverser le détroit d'Ormuz avec son transpondeur éteint, et les forces navales des gardiens de la Révolution auraient tiré sur le navire, l'obligeant à s'arrêter et à faire demi-tour. Voilà toute l'histoire. Ensuite, les États-Unis ont frappé une zone vide, près de la ville de Bandar Abbas. Aucune victime ni aucun dégât n'ont été signalés. Puis aujourd'hui, on a appris que l'Iran avait attaqué une base américaine au Koweït. Ils ont visé des Américains avec des missiles et des drones. On ne sait pas encore ce qui s'est passé, ni si certains de ces drones ou missiles ont atteint leur cible. Pour l'instant, il n'y a aucun rapport à ce sujet, mais on sait qu'ils ont bien tiré des missiles et des drones sur la base américaine au Koweït. Et voilà ce qui se passe avec l'administration Trump. Il semble qu'il soit en train de discuter avec les Iraniens. Comme vous le savez, la délégation iranienne se rend au Qatar pour parler des avoirs iraniens gelés, et il y a là-bas quelques signes positifs. Mais d'un autre côté, on ne voit pas de véritables négociations entre les deux parties. Et ces attaques, eh bien, ils se frappent mutuellement. Que pensez-vous de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient? Eh bien, je pense qu'au sein de l'administration américaine, il y a une sorte de bras de fer entre ceux qui veulent poursuivre et intensifier la guerre et ceux qui veulent y mettre fin. Il me semble que Trump fait partie de ceux qui veulent l'arrêter, mais il subit évidemment une pression énorme de la part de ceux qui veulent continuer le conflit, que je considère comme les sionistes juifs qui l'entourent, ainsi que leurs serviteurs, des gens comme Stephen Miller ou encore certains de ses donateurs. Et puis, vous savez, j'aimerais en savoir plus sur la hiérarchie du commandement américain, parce que je me demande parfois si des structures comme le CENTCOM ou l'AFRICOM ne sont pas compromises, parce que de temps en temps, on a vraiment l'impression qu'ils partent en croisade quelque part. On n'en parle même pas, vous savez, comme les bombardements en Somalie qui ont eu lieu cette année à grande échelle. Donc pour moi, il y a une sorte de conflit interne assez étrange. Et je suppose que les Iraniens en sont largement conscients et qu'ils mènent leur propre partie de la guerre avec beaucoup de prudence, justement pour éviter que leurs ennemis ne fassent bloc, pour éviter de les unir. Je pense donc que ces escarmouches sporadiques qu'on voit de temps en temps en sont la conséquence. Quelqu'un va, d'une manière ou d'une autre, pousser le capitaine d'un pétrolier à tenter de franchir le détroit d'Ormuz. Comme ça, si ça réussit, ils pourront dire « Ah, vous voyez, on a réussi à le faire. Alors allez, tout le monde s'y met. » Et puis, ça tourne mal. Et maintenant, vous savez, l'armée doit réagir d'une façon ou d'une autre, mais peut-être qu'elle n'est pas très à l'aise avec l'idée d'intensifier la guerre. Alors elle bombarde un champ vide. Et pourquoi les Iraniens ont bombardé la base aérienne koweïtienne? Ça, je ne saurais pas le dire. Mais on sait aussi que l'Iran a en partie décentralisé sa structure de commandement et de contrôle, justement parce qu'ils ne veulent pas être vaincus si le gouvernement central à Téhéran venait à tomber. Donc il existe une sorte de réseau en nid d'abeilles, 31 centres, si j'ai bien compris, où les commandants des gardiens de la Révolution ont une grande autonomie et continueraient à se battre même si le gouvernement central leur ordonnait d'arrêter. Alors ça peut très bien être la décision autonome d'un commandant.
pour une raison ou une autre. Ou une erreur, qui sait? Oui, je pense que le problème auquel Donald Trump est confronté, Alex, c'est qu'il a déjà tout fait pour Israël jusqu'à présent. Il n'a plus aucune action à entreprendre. Je ne sais pas ce qu'Israël peut encore demander concernant la guerre au Moyen-Orient et la manière de la mener, parce que Ben Gvir a déclaré hier qu'il ne pouvait pas conclure d'accord, tu vois, avec l'Iran. Il parlait des États-Unis, qui serait un mauvais accord pour Israël. En fait, je dirais qu'en ce moment, il n'existe aucun bon accord pour Israël. Tout ce qu'ils obtiendront de ces négociations, de ces discussions, sera négatif pour eux, parce qu'ils ont eux-mêmes créé ce chaos, cette situation. Ce n'est pas l'Iran qui en est à l'origine. Ce n'est pas l'Iran qui attaque Israël et les États-Unis. Ce sont les États-Unis et Israël qui attaquent l'Iran et qui provoquent un changement d'attitude du côté iranien. Le cas du détroit d'Ormuz en est l'un des exemples les plus évidents. Oui, et pas seulement ça. Ils ont aussi commencé à rallier leurs alliés contre eux-mêmes. Parce que, je ne sais pas, peut-être qu'avant le 28 février, on aurait pu faire pression sur le Golfe, les Émirats, le Qatar, le Koweït, l'Arabie saoudite, pour qu'ils rejoignent les accords d'Abraham. Et souvenez-vous du discours de Trump devant le Conseil du Golfe arabe il y a quelques mois. Les gens avaient été très contents d'entendre ça. C'était très inspirant. On ne va pas s'ingérer. On va vous laisser gérer votre politique. Vous déciderez de votre avenir, et ainsi de suite. À ce moment-là, je pense que Trump avait encore assez de capital politique pour convaincre certains de ces pays de signer les accords d'Abraham. Non, ce n'est même pas possible. Ils ont tous rejeté cette idée. Et Israël est vraiment, sincèrement isolé. Et non seulement il est isolé, mais il perd aussi sa capacité à faire la guerre. Il devient de plus en plus vulnérable. Il y a de plus en plus de désertion, de plus en plus de gens qui ne se présentent pas au service militaire. Ils subissent des pertes tous les jours. Et ils n'ont vaincu aucun de leurs nombreux ennemis. Pas un seul. Et maintenant, au lieu de détruire l'Iran, de changer son régime ou de l'affaiblir, ils se retrouvent face à un ennemi bien plus puissant. Ils ont aussi perdu du soutien aux États-Unis. Peut-être pas de la part du gouvernement fédéral à Washington, mais parmi la population. Ça ne peut pas durer encore très longtemps. Mais j'ai l'impression que la classe politique israélienne n'a plus la capacité de se ressaisir, de dire « Bon, ça ne marche pas. Il va falloir qu'on s'entende avec nos voisins et qu'on pense notre avenir sur une autre base que celle de la suprématie ethnique et de l'hégémonie. Il va falloir rendre les Palestiniens égaux au sein de notre démocratie. Rien de tout ça n'est possible aujourd'hui. Donc en gros, il ne leur reste qu'un chemin d'autodestruction. Et ils semblent de plus en plus déterminés à le suivre jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. C'est presque difficile à croire, mais c'est bien ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas. C'est comme un moment profondément révélateur dans l'histoire. On voit qu'un leadership dans un pays peut être tellement fanatiquement attaché à un ensemble de principes et d'objectifs qu'il est prêt à en payer tous les prix. Et puis, c'est aussi un danger pour le reste du monde. Parce que si on écoute certains de ces gens, ils sont tout à fait prêts et capables d'utiliser des armes nucléaires. Pas seulement contre l'Iran, mais contre n'importe qui. Ils pourraient en lancer une sur Paris, sur Londres, sur Rome, sur Madrid, peu importe. Leur logique, c'est si on tombe, tout le monde tombe avec nous. Et c'est avec ce genre de personnes qu'on doit composer. Mais tout le monde devient hystérique à l'idée que l'Iran puisse avoir l'arme nucléaire, parce que l'Iran serait une grande menace pour le monde. Ces fanatiques sionistes, très bien.
Ce sont eux la seule démocratie du Moyen-Orient. Donc rien à craindre de ce côté-là. Écoutez, s'ils sont capables de tuer des enfants par dizaines de milliers, de quoi ne seraient-ils pas capables? Et je pense qu'on est là dans une de ces situations presque mythologiques où, vous savez, Icare s'approche trop près du soleil. Et maintenant, c'est un peu comme dans un dessin animé de Bip Bip et le coyote. La leçon, c'est la gravité. Je crois qu'Israël est déjà en train de tomber. Mais vous savez, quand on tombe, c'est pas la chute qui tue, c'est l'arrêt brutal à la fin. Alex, selon toi, avec tout ce qui se passe entre l'Iran et Daesh, au mieux, qu'est-ce qu'ils peuvent tirer de ce genre d'échange entre les deux camps? Quelle est, d'après toi, la meilleure chose qui puisse sortir de ce type de, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une négociation, mais de ces messages qui circulent d'un côté et de l'autre? Le mieux, je dirais, c'est une trêve temporaire, un répit dans la guerre. Parce que la seule raison pour laquelle l'Iran a tenu, c'est qu'il a pu s'imposer par la force, par la puissance de son action militaire. Si l'Iran était plus faible, il aurait été submergé. Et ça, on peut le constater. L'administration Trump, mais je ne veux pas parler uniquement de l'administration Trump, parce qu'en réalité, c'est une continuité de politique d'un gouvernement à l'autre. Peu importe ce qu'ils disent pendant la campagne électorale, la politique reste toujours la même. Si vous êtes fort, si vous pouvez vous défendre et si vous êtes capable de faire du mal à votre ennemi, alors on ne vous attaque pas. Mais si vous êtes faible, on vous écrase. Regardez l'Afghanistan, la Libye, la Syrie et ainsi de suite. Et donc, ça va continuer. Les incitations qui maintiennent cette continuité politique ne vont pas changer tant que tout le système monétaire ne sera pas transformé. Parce que les motivations derrière les guerres impériales, elles remontent toujours au cartel bancaire. Prendre le contrôle politique d'une région, d'un pays, d'une colonie, c'est comme ça qu'ils en extraient la richesse. Et c'est bien ça, le fond du problème. Donc ça ne va pas disparaître. Ces guerres contre la Russie, contre l'Iran, elles ne s'arrêteront pas tant que ce système tout entier n'aura pas été vaincu. Et ce qu'on a appris avec l'administration Trump, c'est que ce système détient encore le pouvoir politique ultime. Même si le peuple américain dit « plus de guerre », même s'il vote pour le candidat qui promet la paix, au final, quand les choses se corsent, ce sont toujours les mêmes qui l'emportent. Ils obtiennent ce qu'ils veulent. Les Adelson, les Larry Ellison, les Bill Ackman, les Paul Singer. Ces donateurs milliardaires juifs semblent avoir l'influence ultime sur la politique étrangère américaine. Et donc, il faut bien admettre que ça ne risque pas de changer. La seule façon pour l'Iran de survivre, c'est de se défendre réellement par la force, pas en signant un accord de paix que les États-Unis ne respecteront pas. On a signé l'accord, donc on doit respecter nos engagements. Parce qu'eux, ils ne le font jamais. Ils ne respectent jamais leurs engagements. Alors imaginons que là, le conflit s'arrête. Peut-être que dans 10 ans, il y a une crise politique. Une crise où le gouvernement devient un peu fragile. Peut-être qu'il y aurait alors une occasion d'intervenir, d'organiser une révolution de couleur. Et ça rouvrirait la porte. La machine de guerre occidentale se remettrait aussitôt en marche. Elle ne s'arrêterait pas. Et donc, l'Iran est en danger permanent. La Russie est en danger permanent. La Biélorussie est en danger permanent. La Chine est en danger permanent. Chaque pays qui défend son indépendance et sa souveraineté est en danger permanent, sauf peut-être ceux qui n'ont pas de ressources naturelles. Là, il n'y a rien à voler. Alors, peut-être qu'on les laisse tranquilles pour cette raison. Mais du coup, quel est le choix?
Est-ce que le monde se divise en deux blocs, chacun vivant de son côté? Ou bien est-ce que des puissances comme l'Iran, la Chine et la Russie mènent cette guerre jusqu'au bout, jusqu'à détruire complètement cette machine de guerre venue de l'Ouest? Ce qui voudrait dire qu'il faut priver de pouvoir le cartel bancaire mondial et forcer un changement du système monétaire. Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent rendre la guerre trop coûteuse pour les États-Unis? Eh bien, vous savez, les pays peuvent continuer à faire la guerre, même quand ils semblent complètement ruinés, parce qu'ils continuent d'extraire la richesse de leurs citoyens. Et il y a toujours de la richesse, d'une façon ou d'une autre. Et, vous voyez, je pense que c'est en partie pour ça qu'ils sont en train de tout bousculer en Amérique du Sud, par exemple. Parce que maintenant, ils veulent prendre le contrôle de la Bolivie, ils veulent prendre le contrôle du Pérou, ils veulent prendre le contrôle de l'Équateur. Ils ont déjà, en quelque sorte, pris le contrôle du Venezuela, même si je pense que ça pourrait leur échapper. Ils veulent aussi prendre le contrôle de Cuba. Le Groenland est dans leur ligne de mire, et le Canada aussi. Je pense que c'est une course effrénée pour extraire le plus de richesses possible, où qu'ils puissent en trouver, afin de continuer à nourrir cette machine de guerre. Et peu importe si les Américains souffrent, si les Britanniques, les Français ou les Allemands vivent dans des conditions intenables. L'Ukraine a traversé plus de 30 ans de cette guerre. Et ensuite, on l'a poussé à entrer en guerre contre la Russie, et ce conflit dure depuis 4 ans, alors même que le pays est complètement ruiné, non? Ils impriment de l'argent et le leur donnent. Donc, franchement, je ne serais pas optimiste à l'idée que les guerres s'arrêtent parce que quelqu'un aux États-Unis en viendrait à la conclusion qu'elles ne sont plus soutenables. Cette conclusion, ils auraient pu l'atteindre il y a 40 ans. Mais la machine continue d'avancer, quoi qu'il arrive. Et dès qu'elle repère une faiblesse, dès qu'elle voit une ouverture, elle attaque. Donc, à mon avis, il y a deux options. Soit on découpe à nouveau le monde en deux blocs et on repart pour une guerre froide qui dure 2 générations, soit on poursuit cette guerre jusqu'à ce qu'un camp soit complètement vaincu. Et je ne dis pas forcément que cette guerre va se poursuivre par des moyens militaires. Elle peut très bien continuer sur le plan diplomatique, juridique, administratif, avec des sanctions, des mesures commerciales, du genre « vous n'avez plus accès aux terres rares ». Bref, on est encore très loin d'en être sorti, essentiellement parce que la dynamique de guerre qui vient de l'Ouest est totalement implacable. Et vous savez, toute cette discussion sur le programme nucléaire iranien, en réalité, personne ne s'en soucie vraiment. C'est juste un moyen de faire pression sur les Iraniens et de les forcer à faire des concessions. Et vous savez ce qui se passe quand un pays fait des concessions? On déplace les limites. Maintenant, il faut encore faire d'autres concessions, sinon on va vous faire du mal. Puis vous en faites encore, et là on déplace les limites encore plus loin. L'objectif, c'est le changement de régime. Tout le reste, c'est juste de la matière pour la consommation publique, pour la machine de communication qui répète « Oh, les Iraniens sont très très méchants, il faut faire quelque chose, ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. » Vous savez, il faut les arrêter. Le détroit d'Ormuz doit rester ouvert, bien sûr. Mais tout ça, ce sont des questions secondaires. Le vrai enjeu, c'est de prendre le contrôle politique de l'Iran. Parce que c'est un grand pays riche en ressources, et tant qu'il reste indépendant, tant qu'il veut tracer sa propre voie vers l'avenir, il représente un obstacle à l'hégémonie de l'Empire occidental. Voilà le véritable objectif. Si demain les Iraniens disaient « D'accord, on abandonne complètement le programme nucléaire, plus aucun enrichissement, pas même les 3,26, quel que soit le chiffre exact.
Alors on leur répondrait « Ah oui, mais on veut aussi que vous renonciez à votre programme de missiles balistiques. » Et puis, si les Iraniens disaient « Bon, d'accord, on va abandonner notre programme de missiles balistiques », alors on leur répondrait « Eh bien, il faut aussi démanteler les universités où vous enseignez la physique nucléaire. » Ensuite, si l'Iran disait « D'accord, très bien, on va le faire », on leur dirait « Maintenant, il faut devenir membre de l'Organisation mondiale de la santé et tout le monde en Iran doit être vacciné avec des vaccins à ARN messager tous les 6 mois. » Bon, là, j'exagère un peu, mais les exigences continueraient de se déplacer, toujours contre l'Iran, aussi loin qu'ils peuvent aller. Et à un moment, on dirait « Nous ne pouvons plus tolérer l'intransigeance iranienne. Il faut maintenant aller à la guerre. » Cette logique reste le moteur du système de guerre occidental. Donc, tout ce discours sur le détroit d'Ormuz, le programme nucléaire, les missiles balistiques, le voile, les femmes, la démocratie, tout ça, c'est juste la garniture du récit. The garnish for the narrative.